Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Alexandra Spinner. Vous êtes enseignante, déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Jérôme Valérie. Dubu, membre du pôle ID d'Horizon. Bonjour. Nous attendons Najwa El Haïté, qui est avocate, docteur en droit public et qui a publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Et Benjamin Cauchy. Bonjour Benjamin. Vous êtes chef d'entreprise. Israël, Iran, on va évidemment en reparler avec cette réunion hier du Conseil de sécurité aux États-Unis. Trump ne veut pas tuer l'ayatollah Khamenei pour l'instant. Que va-t-il se passer? On va revenir sur ce matin. C'est nos confrères de CNews qui ont révélé ces affiches à l'occasion de l'interview de Darmanin, de Bruno Retailleau. La France des honnêtes gens pour adhérer aux Républicains, les ZFE supprimés, bref, beaucoup de sujets. Puis notre baromètre IFOP fiducial pour Sud Radio avec Dominique de Villepin qui arrive en tête des personnalités pour lesquelles les Français ont le plus de sympathie, un bond de 4 points tout à fait intéressant avec Jordan Bardella, suivi par Édouard Philippe, puis Jordan Bardella. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Alexandra, on va commencer avec vous. Nous sommes le 18 juin. Oui, nous sommes le 10. Bon, c'était difficile de pas le prendre comme coup de cœur. Ouais. Il y a 85 ans maintenant, la flamme de la résistance venait apporter une petite lueur d'espoir à l'heure même où la France sombrait dans l'obscurité, dans l'obscurantisme et le déshonneur de l'occupation. Et c'est assez émouvant de se dire qu'à l'appel du général de Gaulle, des Français de tout horizon, de toute profession, de toute sensibilité politique, s'engager pour rendre à la France sa souveraineté et son honneur. Voilà. Ils ont refusé que le pouvoir lâche de Vichy n'entache l'honneur de notre pays. Je crois que c'est bien toujours de le rappeler. Je crois que c'est important, fondamental de transmettre cette histoire-là, notre histoire, aux jeunes générations, parce que ça montre aussi qu'une autre voie est possible et que on ne doit jamais capituler. Et ce que je trouve assez incroyable, c'est de se dire que il faut voir qui était le général de Gaulle, donc un grand militaire habitué à servir la France et surtout à se plier à la discipline militaire, aux ordres. Et là, il décide de renoncer à tout. Il faut voir comment ils ont été traités. On les a traînés dans la boue. On leur a tout confisqué. Donc c'était vraiment un véritable acte de courage. Et c'est important, très important d'en parler tout le temps et de savoir que ça existait, que des hommes comme le général de Gaulle ont existé, existent encore. Et de connaître effectivement réellement ce qu'il a fait, parce que de Gaulle, on le met un petit peu à toutes les sauces. Tout le monde se réclame du général de Gaulle, sauf que de rentrer dans l'histoire et de savoir exactement ce qu'il a fait. Je rappelle que le manuscrit original de l'appel du 18 juin est exceptionnellement exposé aux Archives nationales. C'est la famille de Gaulle qui en a fait don. Et je crois que c'est un des petits-fils du général de Gaulle qui a fait part de sa déception quant au fait que ni la ministre de la Culture, déception que l'on partage, ni aucun membre du gouvernement ne se soit déplacé lors de la remise de ce manuscrit qui a été fait aux Archives nationales. Et après, ce manuscrit va partir dans les coffres puisqu'il faut le mettre à l'abri de la lumière et le préserver. Il va être aux côtés de la Constitution. Jérôme Dubu, ce 18 juin. Alexandra, moi je m'associe à ce qu'elle vient de dire. Je ne retire pas un mot de ce qui vient d'être dit. J'ai encore en mémoire, vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec le général Leclerc de Haute-Cloque, qui a été déchu de la nationalité française par ce régime de Vichy. Vous vous rendez compte? Alors ça ajoute à ce que tu as dit, bien évidemment. Quand vous pensez plusieurs dizaines d'années après que l'un des plus hauts militaires français dans le rang, qui a été le héros de la reconquête, Leclerc de Haute-Cloque, a été déchu de la nationalité française. Bon. Alors, en 1940, ils étaient très peu à Londres. Il faut quand même le rappeler. D'ailleurs, il y a un livre qui est paru, qui s'appelait 40 millions de pétainistes.
qui faisait bien le point sur le sujet. Moi, je me souviens très bien j'ai vu les archives, évidemment, j'étais pas là, mais mes parents me racontaient qu'en juin 44, c'est-à-dire très peu de temps avant la fin du régime de Vichy, Pétain était acclamé au balcon de l'hôtel de ville. Par des dizaines de milliers de personnes. Mais ce 18 Et 2 mois plus tard, en août 44, quand Paris est libéré, c'est le général de Gaulle qui est acclamé peut-être par les mêmes. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut tous relativiser tout ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas, précisément pas relativiser. C'était une période très compliquée. Non, moi, je pense qu'il ne faut pas relativiser parce que le 18 juin, justement, nous rappelle à chacune et chacun d'entre nous que nous tenons l'avenir de notre pays. Non, je relativise pas le 18 juin. Je relativise l'attitude des Français en règle générale. Et on les comprend d'ailleurs. Voilà. Alors, Benjamin Cauchy, vous voulez dire un mot sur cet appel ? Oui, je partage effectivement ce coup de cœur d'Alexandra. Le général de Gaulle, au même titre que Napoléon, sont des grandes figures de notre histoire. Comme quoi, faire preuve d'autorité est compatible avec la capacité de faire unité au sein de notre nation, comme quoi il est possible d'avoir du courage dans l'action lorsque l'on fait de la politique. Donc je crois que c'est ces vertus-là, au-delà du jour même du 18 juin, que le général de Gaulle cherche à nous transmettre. Moi, je ne parlerai pas du 18 juin, mais je parlerai du général de Gaulle bâtisseur aussi. C'est cet élément-là qu'il convient de transmettre. On peut parler de la sécurité sociale, évidemment, mais je parlerai surtout des grands projets industriels et structurants. Si aujourd'hui nous avons une autonomie, une indépendance énergétique, notamment via le nucléaire, même si nos gouvernements ne savent pas très bien s'en servir, c'est grâce au général de Gaulle. Si aujourd'hui nous avons un fleuron mondial tel que Airbus, moi qui vous parle depuis l'Occitanie, c'est grâce aussi à l'énergie et à la capacité de fédérateurs avec d'autres nations de l'Europe que le général de Gaulle a pu faire bâtir et participer à cette construction de grands fleurons industriels. Donc oui, effectivement, rendons hommage au général de Gaulle et souhaitons qu'au lieu de s'afficher tel un Instagram aux côtés du général de Gaulle, on voit que tous les présidents ont toujours essayé de s'associer au général de Gaulle, souhaitons pour la France que celui ou celle qui sera élu en 2027 retienne ce qu'il y a de meilleur dans le général de Gaulle. Alors juste vous savez que j'ai un compte X que j'adore et particulièrement aujourd'hui j'aimerais que vos éditeurs c'est le Parole de combattant de la Libération. C'est un compte qui a été fondé par Jean-Christophe Notin et qui est tout à fait extraordinaire parce que là aujourd'hui on sent le souffle en ce 18 juin de la France qui refuse de se rendre. Eh bien, quand vous lisez les portraits de ces gens, c'est des héros du quotidien, des gens qui quittent tout, qui renoncent à tout, des gens tout à fait modestes, des gens exceptionnels, des gens d'absolument de tout horizon et qui finalement deviennent des héros. Donc vraiment, rendez-vous sur ce compte, c'est tout à fait exceptionnel. Très bien. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité avec Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, Alexandra Spiner, enseignante déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France, Jérôme Dubu, membre du pôle ID d'Horizon. Et nous attendons toujours Najwa El-Haïté, docteur en droit public, avocate et qui a publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Israël, Iran, évidemment, beaucoup de commentaires. Le ras-le-bol fiscal qui vient, on va en parler avec vous également, Benjamin Cauchy. La France des honnêtes gens, c'est cette campagne qu'a lancée Bruno Retailleau ce matin pour faire adhérer c'est une campagne d'adhésion au Parti républicain. Oui, c'est une campagne d'adhésion, c'est aussi la volonté de reparler à un électorat auquel plus personne ne s'adresse. Et la France des honnêtes gens, c'est le tiercé qu'on vient d'écouter. C'est les gens qui mènent leur vie convenablement. Je sais pas si ce mot a un sens. Non, c'est aussi le sapeur-pompier qui veut sauver une vie sans se prendre une plaque d'égout dans la figure. C'est le policier qui veut que lorsqu'il arrête un dealer, ne soit pas dehors le lendemain et qu'il puisse pas continuer son trafic en prison. C'est l'agriculteur. On va en parler. LR n'a pas le monopole des honnêtes gens. Non, heureusement. mais... Moi, je suis honnête gens, je suis pas chez LR, j'ai pas l'impression d'être... Mais c'est pas ce qu'on dit. Bah si, c'est un peu ça. Non, pas du tout. Bah, pas si, du tout. Si, ça revient à ça. Si. Pas du tout. On commence pas le débat maintenant. Najwa vient d'arriver. Bonjour Bonjour Najwa.
Vous aviez un coup de cœur et il faut en parler, en reparler. Tout à l'heure, la semaine dernière, j'étais un peu sidérée de croiser quelqu'un qui m'a dit halte à l'Algérie bashing. Et je lui ai dit mais comment? Il y a quand même un homme qui est en prison, Boualem Samsal, pour ses opinions. Et il m'a fait Boualem Samsal. Je dis mais quand bien même ce serait un gros con, pardon de l'expression, on a un homme qui est emprisonné pour ses idées, pour laquelle qui est malade, pour laquelle la France ne se bouge pas tellement, ou en tout cas se bouge avec très peu d'effets. La France, oui. Non, il n'y a pas de. On pense aussi à Cécile Collet Paris, qui sont en Iran aussi. On a vu plus de célérité de la part de Jean-Noël Barrot pour Rima Hassan et c'est je ne sais pas, je n'ai pas trouvé le mot. Et c'est Instagrammeurs. Et ces Instagrammeurs. Et sa pantalonnade. Voilà. Alors, Najwa, je vous laisse votre coup de cœur. Mon coup de cœur concerne l'opération #JoliSansSale. Alors, c'est important de rappeler qu'il y a des silences qui emprisonnent et des mots qui libèrent. Et l'opération nationale #JoliSansSale, initiée par le comité de soutien international à Boualem Sansal, dont la présidente, et il faut saluer son combat, et l'avocate Noëlle Lenoir, ancienne ministre, est soutenue également par le maire de Cannes, David Lisnard, en est une vibrante illustration. D'ailleurs, à l'heure, et vous le rappeliez, Valérie, à l'heure où l'écrivain algérien Boualem Sansal est toujours arbitrairement détenu, il est malade et il faut le rappeler, la France, des communes, et ça fait plaisir, se lève par le biais de cette initiative. Donc il s'agit d'une mobilisation littéraire et citoyenne qui transcende les clivages naturellement politiques et réaffirme l'essentiel. La liberté d'expression est un combat quotidien et il n'est pas acquis. Ouais. Alors, dans plusieurs communes, le 20 juin 2025, des lectures publiques des extraits d'ouvrages de Boualem Sansal seront organisés, des portraits affichés, des livres mis à disposition du grand public. Et autant dire, chaque geste compte, et c'est pour ça qu'il faut saluer cette initiative. Et chaque page tournée, chaque voix qui lit est une manière de faire entendre la sienne, donc celle de Boualem Sansal. Donc il faut saluer l'élan admirable des membres du comité de soutien, des parlementaires, des élus de tous bords et surtout des citoyens par l'acte de lire qui est un acte de résistance. Antoine Gallimard aussi qui fait partie de ce comité de soutien et qui publie Boualem Sansal. Oui, non, mais rien à ajouter. Oui, je crois qu'il n'y a rien à ajouter. On partage tous votre coup de cœur. Je trouve que c'est formidable. Mais ce qui est terrible finalement, c'est que ces initiatives-là, que je trouve tout à fait extraordinaires, et je salue toutes les mairies qui ont affiché le portrait de Boualem Sansal sur leur fronton. Ce que je trouve terrible, c'est que tout cela vient finalement pour compenser la faillite morale du président de la République qui ne défend pas Boualem Sansal, qui est un ressortissant français, comme il le devrait. Ouais. Oui, non, moi je m'associe évidemment à cette initiative. Plus on parlera de Boualem Sansal, mieux ça vaudra. Malheureusement, il n'y a pas que le président de la République, puisque toutes les initiatives qui ont été prises par ce gouvernement, quels que soient les membres, y compris le ministre de l'Intérieur actuel, ont échoué. Oui. Voilà. Donc on est paralysé, on est comme des espèces j'allais dire, d'animaux pris dans les phares d'une voiture. Les phares d'une voiture étant le gouvernement algérien, qui nous tétanise depuis des années. Ça dure depuis la fin de la colonisation, depuis les accords d'Évian. On a des gouvernements qui sont tétanisés, quel qu'il soit, de droite, de gauche, peu importe, tétanisé par le pouvoir algérien. Ouais. Moi, c'est un très grand mystère de l'histoire. Pourquoi des gouvernements... On parlait du général de Gaulle tout à l'heure, on pourrait parler de Pompidou... Ouais. On a quand même, sous Pompidou, signé ces accords de partenariat avec l'Algérie, qui sont des accords en faveur de l'Algérie, qui ne sont pas des accords en faveur de la France. Bon, ouais. C'était Georges Pompidou. C'était pas Emmanuel Macron. Bon, donc je ne comprends pas pourquoi, c'est un mystère de l'histoire de France, pourquoi on est couché devant le régime algérien depuis tant d'années.
Voilà. Et en plus, c'est pas faute de parler de la remise en cause des accords de 1968. Vous le dites très justement, le gouvernement a réduit quand même le nombre de visas et ça n'a rien changé. Et ça n'a rien changé. C'est-à-dire que le rapport de force est du côté de l'Algérie. On nous a dit il y a 50 personnes algériens très dangereux, très dangereux. On nous a dit, tout à fait, qui sont pour un certain nombre d'entre eux en liberté actuellement. On nous a dit qu'ils sont très dangereux. Il faut les renvoyer. Donc un a commis un acte terroriste. On nous a dit ça au mois de février, on est au mois de juin. Ces gars-là sont toujours là, sur le sol français. Vous vous rendez compte de cette faillite collective quand même? Alors moi, je vais pas cibler sur un tel ou un tel. Alexandra cible sur Macron, très bien, elle fait de la politique. Moi, je ne cible pas sur Macron. Je cible sur la faillite générale de la classe politique française depuis les accords d'Évian. Voilà, c'est tout. Ouais. Allez, peut-être saluer quand même le professeur Arnaud Benedetti qui porte aussi ce combat de façon très courageuse et depuis le début du comité de soutien. Benjamin Cauchy, coup de gueule. Oui, un coup de gueule. J'ai l'habitude de toujours me plaindre quand je passe sur votre antenne, mais là pour le coup, je vais me plaindre pour le compte des départements. J'ai lu ce matin l'appel des départements, l'appel du 18 juin des départements rédigé par François Sauvadet, qui est le président de l'association des départements de France, et qui lance un véritable au secours et une demande de prise de conscience à la fois de la part des Français, mais surtout de nos gouvernants concernant la situation financière des départements. Pour vous donner juste quelques chiffres sans trop vous abreuver, aujourd'hui, entre ce que l'État verse aux collectivités départementales et ce que le département verse au titre de la solidarité humaine, à savoir le RSA, les aides pour les handicapés et pour les personnes âgées, les départements se retrouvent à financer eux-mêmes plus de 11 milliards au titre de la solidarité nationale. En 2009, l'État compensait à hauteur de 88%. Aujourd'hui, c'est à peine 50% qui est compensé par l'État concernant cette solidarité nationale. Les départements, c'est censé s'occuper évidemment de cette solidarité, mais également de l'entretien et de la construction des collèges, de l'entretien des routes. Je vous rappelle que les nationales sont désormais des départementales. C'est également tout ce qui est sapeurs-pompiers. On a connu ce drame il y a quelques jours à Lens, dans l'Aisne, où deux pompiers ont disparu. Les équipements pour les casernes de pompiers, c'est à la charge du département. Voilà, donc aujourd'hui c'est un véritable appel au secours, puisque à compter de ce jour, le 18 juin, techniquement, ce sont les départements qui portent 100% de cette solidarité nationale au détriment de ce que François Sauvadet appelle la solidarité territoriale. Donc c'est un véritable problème. Juste un autre chiffre pour vous éclairer. En 2022, la capacité d'épargne de l'ensemble de nos départements était de 8,5 milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est à peine 200 millions d'euros si l'on cumule la capacité d'épargne de tous nos départements français. Il y a un tiers des départements français qui sont proches du gouffre financier, qui sont asphyxiés financièrement et qui ne seront pas capables de pouvoir financer la totalité des engagements qu'ils ont mis sur la table, que ce soit pour les collèges et que ce soit pour l'entretien des routes ou même pour les casernes de pompiers. Je rappelle aussi que les départements normalement doivent collecter ce qu'on appelle les droits de mutation. C'est une recette qui est le fruit des transactions immobilières, et quand on connaît la situation du marché immobilier en France, où aujourd'hui les banques sont beaucoup plus frileuses, les Français sont beaucoup plus attentifs dans leur financement, nous avons des départements qui sont en train de crever sur place. Donc c'est véritablement au lieu d'un coup de gueule, je relais cet appel du 18 juin des départements, et il est véritablement temps que nos gouvernants comprennent que la solidarité nationale a un prix et que la générosité c'est bien, mais à condition de la payer soi-même, et que c'est facile de faire des cadeaux quand c'est avec le porte-monnaie d'un autre. Voilà. On va marquer une pause, et c'est entendu, et oui, je pense que je partage ce coup de gueule. Bien sûr, c'est totalement l'État décide seul et les départements payent la facture. Il y a un effet ciseau complet. C'est-à-dire qu'on donne de plus en plus de responsabilités aux départements parce qu'ils les demandent, mais sans compensation financière. C'est ça. Et surtout, ça fragilise nos missions de proximité. On a de plus en plus de dépenses d'un côté et de moins en moins de recettes. Que ça a des conséquences. Donc les départements puissent dans leur épargne. C'est ce qui a été dit. On va parler de la guerre Iran-Israël et également de l'implication possible des États-Unis. À tout de suite.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous parlions âge, voilà. Ça peut venir on vous dit vite, tout, on vous dit mince. on vous dit tout. On parlait du Premier ministre pour tout vous dire que nous trouvons un peu ralenti. Voilà, on vous donne les... Et vous avez vu cette image où il peine à s'extraire. Pardon ? J'ai peut-être ces cartons. Bah, je sais pas encore. Pas d'actualité là pour l'instant. Jérôme, avec vous, on va évoquer le sujet Israël-Iran. Et c'est un coup de cœur ? Oui, c'est un coup de cœur pour le chancelier allemand. Ah, formidable. Le nouveau chancelier allemand qui vient d'arriver dans des conditions difficiles, parce que il a une majorité qui est fragile. Il gouverne avec les sociaux-démocrates. Ils se sont affrontés pendant les élections. Ils ont trouvé un modus vivendi sur une association, mais vous avez vu que la première fois qu'il s'est présenté, il a été retoqué. Bon, donc il est fragilisé quand même déjà quand il arrive. Et malgré ça, il parle haut et fort. Il parle bien. Il a d'abord parlé bien sur l'Ukraine. Il a rappelé que l'Allemagne allait soutenir l'Ukraine mordicus, que le fait d'envoyer des missiles à longue portée sur la Russie, en tout cas, lui, il allait en fournir. Scholz avait toujours dit non, son prédécesseur. Lui, il a dit non, moi, je vais en fournir. Et puis, que la Russie ne dise pas comment je dois faire, j'en fournirai si besoin. Bon. Donc déjà, il a affirmé son soutien très fort à l'Ukraine. C'était pas simple. Et sur Israël et sur le conflit israélo-iranien, il a été parfait jusqu'à maintenant. Exemplaire. Moi, c'est ce que j'attendais, évidemment, de notre président. Alors, je me fais toujours des illusions, mais c'est complètement raté. Il nous a quand même dit, il y a 24 heures, à la suite du sommet du G7, Merz nous a dit, Israël fait le sale boulot pour nous tous. Alors, Israël fait le sale boulot, ça on le sait, mais pour nous tous, il fallait avoir le courage de le dire. C'est la première fois depuis des années que j'entends un dirigeant européen être aussi clair vis-à-vis d'Israël, être aussi clair vis-à-vis du fait que... L'Allemagne a toujours été très claire. Oui, non, mais Scholz et Merkel, c'était pas ça. De loin. Et aucun dirigeant européen a été aussi clair depuis des années. Et lui, alors je termine, 30 secondes, et lui, il affirme son soutien à Israël, il affirme son soutien au fait de dire que Israël, au fond, évidemment, défend, le gouvernement israélien défend son pays, bien évidemment, défend son peuple, mais défend aussi un certain nombre de valeurs qu'on oublie. Et on a l'impression que maintenant, on est à front inversé. C'est-à-dire que les valeurs, ce seraient les terroristes et les régimes théocratiques qui les défendraient, et que Israël serait un régime tyrannique, et sanguinaire. Non. Et Merz a eu raison de le dire, et c'est pour ça que j'ai choisi ce coup de cœur. Ouais. C'est coup de cœur partagé. Il faut voir l'interview du chancelier où la journaliste lui pose la question clairement. Elle lui dit, elle parle de Drecksarbeit, donc vraiment le sale boulot, et il la remercie d'avoir utilisé ce terme. Parce que oui, en tout cas, moi je suis pleinement d'accord. Israël fait le sale boulot. Moi je suis plus partagée, et je vais vous dire pourquoi. Et vous connaissez ma révulsion face au régime des mollahs. Mais là où je suis plus partagée, c'est que on est tous d'accord, Israël joue sa survie, son existence, et depuis, en tous les cas, le terrible pogrom du 7 octobre. Ça, on est tous d'accord. Simplement, moi, c'est sur la méthode. Sur la méthode, je pense que l'attaque d'Israël contre l'Iran, c'est assez périlleux. Et pourquoi ? Je vais vous rappeler une phrase de Jacques Chirac qui disait, au New York Times en 2002, qu'à partir du moment où une nation se donne le droit d'agir préventivement, parce que là on est dans une guerre préventive. Je vous rappelle qu'en droit international, la guerre préventive n'existe pas. Vous avez la légitime défense, donc c'est une riposte, une riposte à une attaque. Mais là, la guerre préventive, ça n'existe pas. Donc je poursuis les propos du président qui dit qu'à partir du moment où une nation se donne le droit d'agir préventivement, cela veut dire que d'autres nations le feront. Et donc ça fait jurisprudence. Et quelques exemples. C'est-à-dire que si on accepte ça,
si on accepte ce type de guerre préventive, on n'est pas à l'abri, d'ailleurs la Chine a ses fortes tentations, que la Chine se dise, bah tiens, moi je me sens menacée. Et vous savez très bien qu'on peut inventer n'importe quel argument pour dire, bah je me sens menacée, je vais attaquer Taïwan. Oui, enfin ça c'est la théorie. La théorie, elle est quand même assez sérieuse, puisque la Chine a des revendications vis-à-vis de Taïwan. Dans le cas précis d'Israël et de l'Iran, l'AIEA, plusieurs instances alertent sur le fait que l'Iran, pour le coup, ne respecte pas le droit international ni ses engagements. Alors, et que l'enrichissement d'uranium à près de 80%, ce sont les derniers chiffres et non pas 60%, est une évidence. Donc, est-ce qu'on peut réaliser... Non, mais pour terminer par rapport à ça, je réponds à Valérie. Mais cet argument de Israël a violé le droit international... c'est une réalité. À ce moment-là, changeons le droit international. Mais l'Iran aussi. Comment ? Mais l'Iran aussi. Là, l'Iran, à l'instant T, l'Iran n'a pas attaqué. Mais je termine là-dessus. Je termine sur mon raisonnement. Hein. Et Dieu sait que j'exècre ce régime. Là où je veux terminer mon raisonnement, c'est que à partir du moment où vous avez un droit international qui existe, il faut le faire respecter. D'ailleurs, on voit l'impuissance du Conseil de sécurité qui a du mal d'ailleurs à faire respecter ces résolutions. Mais on peut pas dire chaque État qui se sent menacé a le droit de mener une guerre préventive. Non, mais c'est pas ça le sujet. Ensuite, j'y reviens. Ensuite, j'y reviens. Oui, quand même, vous avez la directrice de la CIA qui dit au président Trump, pour l'instant, je suis désolée, ils sont pas encore à obtenir l'arme nucléaire. On a vu ce que ça a donné. Il faut qu'on attende qu'il ait l'arme nucléaire. Mais c'est pas ça. Je vous rappelle que dimanche dernier, il y a eu une réunion qui devait avoir lieu entre les États-Unis et l'Iran. Pourquoi nous n'avons pas attendu? Parce qu'il y avait 60 jours, il y avait 60 jours de mise en demeure. Oui, mais normalement, cette réunion était bien prévue le 15 juin. Pourquoi on n'a pas attendu sur le droit international? Alors, si une réponse vous faites. Il y a deux choses. D'abord, quand vous regardez un peu l'histoire d'Israël depuis 1948, Israël a toujours été attaqué. Bon, c'est un fait, c'est comme ça. Donc les belligérants qui étaient en face d'Israël n'ont jamais respecté le droit international, puisqu'ils ont attaqué Israël à chaque fois. C'était le cas. Le 14 mai 48, Israël est créé. Le 15 mai 48, la Ligue arabe attaque Israël pour détruire Israël. C'est la même chose pendant la guerre des 6 jours, c'est la même chose pendant la guerre du Kippour, c'est la même chose avec le Hezbollah, c'est la même chose avec le Hamas. Ils ont réagi entre 2007 et 2025, il y a eu 200 000 ogives qui ont été envoyées sur Israël par le Hamas et par le Hezbollah. Alors excusez-moi, le droit international, ce sont toujours les belligérants qui l'ont violé. Premier point. Que dites-vous? Mais il faut aussi répondre à ma question. Laissez terminer. Sinon, on va pas y arriver. Laissez terminer. Pour répondre aussi à mes préoccupations. Oui, mais deuxième point, ça c'est un constat historique qu'il faut faire, qui est indéniable. Deuxième point, quand un pays vous dit, quand votre voisin vous dit, moi je veux votre peau, je veux pas que vous existiez, je veux vous détruire, parce que c'est ce que fait l'Iran. Vous brillez de la carte. Je veux que vous disparaissiez de la Terre. C'est ça le sujet. Bon, alors il y a la légalité, c'est ce que tu as dit très, très, très justement. Il y a la légalité, il y a le droit international, et puis il y a la légitimité. Il y a la légitimité à exister. Et tout à l'heure, on a parlé du 18 juin. La légalité, De Gaulle, il n'était pas dans la légalité, effectivement. Bon, il n'y a pas des... Je veux dire, il n'attaquait pas un État. Excusez-moi. Il y avait un gouvernement auquel on avait... Non, mais il y a eu des actes de résistance. On ne peut pas terminer. Alors, c'est non, mais je réponds. Non, mais je vous laisse terminer. Le 18 juin, il y a un gouvernement qui a eu les pleins pouvoirs, qui était le gouvernement de Pétain, qui était légal. Il n'était pas légitime. Et dans le cas particulier d'Israël, il y a la légalité du droit international et il y a la légitimité. Et moi, je fais plus confiance à la légitimité et au droit d'existence d'Israël. Voilà. Oui, mais à ce moment-là, faisons évoluer le droit international. C'est comme en interne, quand on dit c'est pas assez sévère, faisons évoluer le droit international n'est pas... Le droit international... Tout le monde va parler. Benjamin et puis après Alexandra.
Oui, non, mais je comprends cette logique de droit international, mais ça, c'est vraiment, entre guillemets, pardonnez-moi, mais ça, c'est de la théorie d'universitaire. Maintenant, dans la vraie vie, vous avez des millions d'Israéliens qui sont à deux doigts de mourir avec une bombe nucléaire. Donc, il faut quand même se dire les choses. L'Iran, vous dites que c'est pas que c'est du préventif face à l'Iran. L'Iran finance, l'Iran fournit en armes non seulement non seulement les Russes par le biais de drones, ok, mais en plus de cela, fournit en armes et en équipement le Hamas qui s'amuse, entre guillemets, pardonnez-moi cette expression, à tenter de détruire Israël. Donc là, je partage complètement l'analyse de Jérôme Dubus. Il y a la légalité, il y a la légitimité. Et puis j'ai envie de vous dire quelque chose aussi. Après Israël, ce sera qui ? Ce sera notre tour. C'est la réalité. Donc Israël aujourd'hui défend le monde occidental et cette capacité à l'échelle internationale de voir coexister des peuples qui ont des obédiences différentes, des philosophies et des cultures différentes. C'est ça aussi. Et donc Israël non seulement se défend elle-même, mais défend aussi la civilisation occidentale. Et après eux, ce sera. Attendez, on va marquer une petite pause. C'est l'heure de la pub et on va poser le débat dans un instant. Exactement. Et vous aurez la parole. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, nous sommes dans un débat passionné et passionnant. Droit international ou pas, le régime des mollahs que cherche Israël, en fait, c'est à détruire l'arsenal nucléaire de l'Iran. Alexandra Spinner. Oui, non, je pense que Israël défend qui nous sommes actuellement. Voilà, ce que notre civilisation occidentale. Il faut voir le vent d'espérance que ça soulève en Iran. Il faut voir le peuple qui espère la fin de ce régime d'assassins. Et je trouve que notre devoir est d'être aux côtés d'Israël, tout simplement. Maintenant. La première intention, c'est évidemment d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Je crois que c'est une menace pour nous tous, et on devrait tous collectivement se réjouir qu'il puisse y avoir un vent de liberté sur ce pays qui oppresse les femmes, qui tue les homosexuels, qui est tout ce que nous exécrons et tout ce que nous combattons, nous, civilisation occidentale. Donc oui, je me réjouis de cette attaque, je le dis. Je suis totalement solidaire d'Israël parce que, en tant que Française, j'estime qu'Israël défend qui je suis, tout simplement. Alors, on peut naturellement qu'on est aux côtés d'Israël. Loin de là, le fait de remettre en cause naturellement cela, hein, c'est évident. Par contre, c'est la méthode. Moi, je reviens à la méthode. Et la méthode, est-ce que c'est pas regarder le doigt au lieu de regarder la lune ? Là où je reviens à la méthode, vous-même, Valérie, vous l'avez dit, vous avez posé une question très juste. C'est qu'après, qu'est-ce qui va se passer ? Le mouvement de résistance, et on le salue, le mouvement de libération des femmes, on le salue, il n'est pas à ce jour structuré, vous n'avez pas de leader, il s'agit certes de les... Je termine, il s'agit de les soutenir naturellement, à notre niveau, chacun à notre niveau, mais le problème, c'est que si c'est pour se retrouver, on va dire, dans la même situation que l'Irak, où il y a eu des... Arrêtez avec ces comparaisons. C'est ce que j'allais dire. C'est parce que vous ne savez pas répondre que vous dites. Ça n'a rien à voir. Najwa, ma réponse est donc qu'est-ce qu'on fait si on suit votre... Non, c'est pas... C'est du principe contradictoire. Si on suit votre logique, ça veut dire qu'on laisse l'Iran accéder à la bombe atomique. Pas du tout. Alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire, pas du tout. Très bien, alors on fait comment ? Pas du tout. Si c'était aussi simple que ça, vous pensez que le président Donald Trump hésiterait ainsi que ses proches ils n'hésitent pas. Il semblerait qu'il soit divisé autour de lui. Vous savez, vous étiez dans le bureau ovale. Vous étiez dans le bureau ovale. C'est ce que je lis. C'est ce que je lis dans la presse. Moi, je lis comme vous dans la presse. Je suis pas au sein du bureau ovale. Donc, vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Donc, merci de respecter le principe du contradictoire. On respecte le principe du contradictoire. Je suis minoritaire, mais j'aimerais bien qu'on respecte. Ce que je veux dire, si on était, assuré qu'il y a un régime meilleur.
Donc on laisse les pourritures. Mais c'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est que vous aviez. Je vais radoter en effet. Mais je ne comprends pas. Je vais radoter en effet. Mais à ce moment-là, c'est-à-dire que vous semblez, en gros, fustiger Israël en disant vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on va avoir si les mollahs tombent. Mais déjà, là où ça m'interpelle, c'est que vous avez un agent de la CIA qui dit. Ils ne sont pas encore en mesure. Bien sûr, on fait du préventif. Mais qui est la CIA? La CIA dit beaucoup de choses. Ensuite, je termine. On vous parle. Non, mais Najwa, non, mais j'essaye de faire le Najwa. Qui est la CIA? Genre, la CIA, c'est pas la UEA. La UEA, c'est l'agence internationale pour l'énergie atomique. Ils vous disent qu'il y a un danger très clair, que on sait, ils savent que aujourd'hui l'Iran a enrichi son uranium à plus de 60%, alors que normalement il devait avoir de l'uranium civil à 3%. Donc il y a une évidence qui est que l'Iran va au-delà de ce qui lui était accordé. Donc c'est pas la CIA qui dit non, mais on n'est pas sûr que. Oui, mais en tous les cas, je suis redondante, mais le 15 juin dernier devait avoir lieu une rencontre. Mais oui, mais vous l'avez dit 50 fois. À ce moment-là, c'est le rapport de force, c'est la jungle, c'est-à-dire que, mais si on crée une jurisprudence, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un État se sentira, se sentira menacé, eh bien, il s'assoira sur le droit international et il dira, bon bah voilà, je me sens menacé, donc légitime défense, guerre préventive. J'ai essayé de vous expliquer la différence entre la légalité et la légitimité en prenant un certain nombre d'exemples dans l'histoire française. Bon, surtout en ce 18 juin. Surtout le 18 juin. Bon bah tant pis, on va pas continuer ce débat-là. Moi, ce que je déplore, et c'est pour ça que j'ai choisi la déclaration de Merz, du chancelier Merz aujourd'hui comme coup de cœur, ce que je déplore, c'est la faiblesse et l'aveuglement des Occidentaux depuis 45 ans, c'est-à-dire depuis que les mollahs sont arrivés au pouvoir en 79. Je rappelle que Valéry Giscard d'Estaing, pour lequel j'avais beaucoup d'estime, a accueilli M. Khomeini en France pendant des années. Je rappelle que M. Carter a lâché en race campagne le Shah en 79 comme une vieille chaussette alors que celui-là était malade. On a refusé de l'accueillir et on a déployé le tapis rouge aux mollahs et ce régime criminel et terroriste pendant 45 ans. Et on est en train de continuer notre aveuglement. Voilà. En tout cas, le bilan de ces premiers jours de guerre en Iran, certains des hauts dignitaires qui sont responsables de la mort, de la torture, des viols des femmes iraniennes ont été éliminés. Eh bien moi, je suis désolée, je m'en réjouis, je défends ici toujours, et nous sommes nombreux à le faire, ces femmes absolument incroyables qui nous donnent des leçons de courage, femmes, vie, liberté. Elles se réjouissent de ce qui est en train de se passer, les choses sont en train de bouger, et moi je pense que tout ça est une vraie espérance pour ces deux peuples, et en particulier pour le peuple iranien qui subit une oppression. Alors ce que vous dites, me dit un auditeur, c'est que les propos de la CIA sont des fakes qui ont été démentis à plusieurs reprises. La CIA n'a pas explicitement dit cela. Alors là, j'ai demandé à ChatGPT, pardon, c'est mieux que Wikipédia. Faut se méfier de ChatGPT. Oui, mais Burns, qui cite les propos de Burns, qui était le patron de la CIA, qui parle d'une vigilance accrue nécessaire. C'était en octobre dernier en ce qui concerne l'armement nucléaire iranien. Des commentaires tels que l'ancien ambassadeur Gérard Haro affirme lui que l'Iran ne fabrique pas d'armes nucléaires actuellement, sont des sources non officielles, et la CIA elle indique qu'il n'y a pas de preuve d'un programme nucléaire actif, mais tout en restant préoccupé. Donc c'est ce que dit la CIA. Mais c'est une espèce en même temps. Il y a l'autre soir sur une chaîne, il y avait, en même temps. Oui, je sais pas si on vous dit il y a peut-être un risque que vous preniez une bombe sur la tronche, vous faites quoi? Mais ce n'est pas ça. Enfin, je veux dire. Moi, j'aimerais quand même, remettre l'église au milieu du village. Moi, il n'est pas question. Oui. Non, il est pas question, parce que je vois les regards réprobateurs, surtout quand on connaît mes combats. Ce que je veux dire par là, il n'est pas question de dire Israël n'a pas raison de se défendre et par rapport à son existence. Loin de là cette idée. Au contraire, elle est dans une légitime défense par rapport à sa défense. Mais là, l'attaque. D'ailleurs,
d'ailleurs, elle l'a fait en tuant les dirigeants du Hezbollah et du Hamas. D'ailleurs, tout le monde a plutôt soutenu Israël dans cette action. Là, vous attaquez, donc c'était contre des mouvements terroristes, certes, soutenus par l'Iran, mais en tous les cas, tout le monde était plutôt favorable à cela. Là, vous attaquez l'Iran, la plupart des États. Il y a toujours une exception en tous les cas. Mais ce que je veux dire par là, il y a une attaque de l'Iran. Si on était si certain que ce régime tomberait, mais moi-même j'applaudirais des deux mains. Si c'est pour se retrouver avec un régime encore pire que ce que vivent aujourd'hui les Iraniens. Est-ce que ça peut être pire? Pourquoi vous voulez que ce soit pire? Parce que je vois l'exemple ailleurs. Ça peut être le chaos. Mais on vous a dit que l'Iran et la Libye, ça n'était pas comparable. Juste une petite chose. Nous, occidentaux, nous serions... Attendez, Alexandra parle et puis après je vous donne la parole. Je vais faire vraiment très rapidement parce que je pense que les Jérôme Dubus et Alexandra sur le plateau vont porter ma voix également sur ce sujet. Je pense que l'Iran est indéfendable. L'Iran est indéfendable. Je ne défends pas l'Iran, excusez-moi, c'est pas ça. C'est qu'ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le pouvoir iranien, soyons précis. Qu'est-ce qui se passe après? La preuve, c'est que vous répondez pas à la question. Le pouvoir iranien est impardonnable. Le pouvoir iranien bafoue, torture, viole, lapide, prépare des armes à destination nucléaire, s'engage ourbi et tourbi à vouloir détruire et à remettre en cause l'existence même d'Israël par sa destruction totale. Je crois qu'à un moment donné, on peut faire des circonvolutions juridiques, il n'y a pas de sujet. C'est pas des circonvolutions juridiques, c'est que à ce moment-là. Mais excusez-moi. Alors répondez. La question est simple. Après, on va dire que c'est pas pareil. C'est pas la même situation. La question est simple. Une fois qu'il y a eu ces bombardements, une fois que ce régime tombe, je veux dire, est-ce que vous êtes assuré que ce sera pas pire après? Vous avez un spécialiste de l'Iran qui vous dit qu'il y a un risque. Il y a un spécialiste de l'Iran je vous donnerai le nom. Mais des spécialistes de l'Iran, il y en a plein. À chaque fois qu'on parle, c'est toujours non, c'est pas crédible. Non, c'est pas si. Non, c'est pas ça. Donc je suis minoritaire, laissez-moi parler. Vous n'arrêtez pas de parler. Vous ne pensez pas que vous avez eu votre temps de parole? On n'interrompt pas. On s'écoute, mais ça veut dire quoi? Qu'on fait rien? Non, on c'est dit, pas. Ça peut être pire, donc on fait pas. Enfin, là, je vais encore être redondante, mais il y avait des négociations entre guillemets possibles qui ont dû être. Pas marché jusqu'à maintenant. Mais on n'en sait rien. Ça a été annulé. Ça a été annulé le 15 juin dernier. Vous pensez vraiment que les mollahs vont par le blocus économique, il y a d'autres moyens. Il y a des façons de leur tordre entre guillemets. Ils sont déjà sous blocus économique. Ça n'a servi à rien. Autrement. Mais le blocus économique existe déjà. Juste peut-être une toute petite chose. Déjà dire que le rapport de la CIA dont vous parlez, moi je ne l'ai pas vu, mais en tout cas je sais que LFI ne cesse d'en parler et de s'appuyer sur ce rapport. Pour le reste, moi je pense que on ne peut pas continuer ainsi. Et d'ailleurs nous, occidentaux, nous serions bien inspirés de s'interroger très modestement sur la raison pour laquelle l'Iran investit des milliards dans des missiles qui sont capables d'arriver jusqu'à nous quand même, jusqu'à l'Europe. On est loin d'être protégés. Mais voilà, il n'y a pas d'Europe de la défense. Alors on va revenir sur les manifestations aussi qui se déroulent en France avec le drapeau des mollahs, enfin le drapeau de la République islamique avec Quotidien qui est allé au sein de cette manif. On a les drapeaux de la révolution islamique et j'ai du mal moi à entendre ce discours aujourd'hui. On va en reparler dans un instant, c'est la pub. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On ne vous mettra pas d'accord, on va parler des honnêtes gens. Alors, je remarque que les honnêtes gens, ce ne sont pas les gens honnêtes. C'est différent. Tout. Les honnêtes gens, ce sont ceux qui ne se trimballent pas avec des couteaux, ceux qui ne... C'est la France qui travaille à 6h du matin, celle de Sarkozy. Qui respectent les règles. Qui respectent les règles et les lois. Vous avez vu, Benjamin, cette campagne ?
Ouais, je l'ai trouvé plutôt juste, et je la trouve plutôt honnête, cette campagne. Effectivement, on va faire un distinguo entre les honnêtes gens et les gens honnêtes. Ben, rigolez pas, Jérôme, vous êtes juste jaloux parce que votre candidat n'a pas n'a pas eu l'idée de ce slogan, même si je pense qu'il le partage. Mais les honnêtes gens, il y en a partout. Enfin, non, voilà. mais absolument. Jérôme, parlez pas les uns sur les autres. C'est une campagne, donc je précise, qui a été lancée par LR. C'est une campagne d'adhésion qui s'adresse aux honnêtes gens. Je veux m'adresser à la majorité des Français, dit Bruno Retailleau, à ceux qui travaillent dur et qui en ont marre de voir que d'autres abusent du système et vivent au crochet de la société. Alors, juste terminer, Benjamin, vous trouvez que non, mais je suis d'accord, Jérôme, des honnêtes gens, il y en a partout. Bon, écoutez, Bruno Retailleau a décidé de les rassembler. Bah, écoutez, c'est une bonne idée, je trouve. Absolument. Ce qui est intéressant au-delà de cela, c'est plutôt ce virage qu'a entrepris les Républicains depuis l'élection de Bruno Retailleau, à savoir de moins tergiverser sur les sujets, que ce soit sur la sécurité, sur l'immigration, et puis aussi sur ce ras-le-bol fiscal, en fait, quelque part. Parce que lorsqu'il parle d'honnêtes gens, on peut effectivement dire que les honnêtes gens sont ceux qui ne vont pas les casser un abribus lorsqu'il y a un match de foot qui ne leur a pas donné le résultat escompté. Mais ceci, les gens qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin, sont des gens qui n'avaient pas envie d'avoir les 80 km/h dans leur département. Ce sont des gens qui ont sans doute fait partie des tout premiers gilets jaunes. Je parle pas de ceux qui cassaient derrière, je parle de ceux qui s'exprimaient les tout premiers jours, hein, Jérôme, je fais bien le distinguo. Je trouve que c'est intéressant. C'est cette France silencieuse, c'est aussi cette France périphérique que Gulli a longuement expliqué et que tous les politiques cherchent à s'accaparer. Je trouve que c'est un bon élément de synthèse et qui correspond aussi à la personnalité de Bruno Retailleau. Voilà. Ouais. Donc c'est plutôt intéressant. Juste 30 secondes pour répondre à Benjamin. Des honnêtes gens, il y en a à gauche, il y en a à droite, il y en a au Rassemblement National. Mais bien sûr, il y en a même chez les filles, je pense qu'il y a des honnêtes gens. Simplement, il y en a peu. Hein, non, mais il y en a sûrement. Si. Moi, je fais pas de distinguo. Il y a des gens dans les métropoles qui sont des honnêtes gens, qui travaillent, qui font 2 heures de trajet par jour en transport en commun. Et ces gens-là, je suis désolé, c'est des gens qui sont jamais malhonnêtes. Voilà. Donc je trouve que c'est du démagogie. Il a le droit de mais oui, il a le droit de les rassembler. Mais à ce moment-là, il va rassembler 90% des Français. Je pense pas qu'il y aura. On aura au moins une majorité dans notre pays. C'est le but d'une campagne de recrutement. Non, mais il faut revenir, je pense, à l'étymologie du mot. Honnête, c'est digne de considération. Et vous avez dans notre pays des fractures qui sont à la limite de l'irréparable, avec toute une frange de notre pays qui se sent complètement exclue, qui lutte désespérément contre la smicardisation de notre pays. Et tout à l'heure, je parlais du sapeur-pompier et du policier, mais on peut aussi parler de l'agriculture qui en a marre de se voir imposer des normes qui n'existent nulle part ailleurs par des lobbies écologiques qui n'ont jamais vu, et des technocrates qui n'ont jamais vu une vache en vrai. On peut parler aussi du chef d'entreprise qui croule sous les taxes et les paperasses et qui n'a qu'un seul droit, celui de payer. On peut reciter tant d'exemples. C'est le propriétaire squatté, c'est l'artisan qu'on embête avec la ZFE. Ben oui, mais c'est bien d'en parler. Moi, je trouve que cette campagne, elle redonne de la visibilité, j'allais dire, aux honnêtes gens, à ceux qui respectent les règles. Pourquoi ? Parce que on est submergé d'une actualité qui, on parle de faits divers, mais ensuite on dit que ça devient des faits de société, des agressions à coups de couteau dans les établissements scolaires, des vols, donc à un moment redonner de la visibilité en disant, enfin par un parti, on redonne la parole à ces honnêtes gens qui ne réclament que ça, et comme vous dites, qui sont cette majorité silencieuse qu'on n'entend pas. On l'a entendu pendant la manifestation des Gilets jaunes, on l'a entendu, cette France périphérique, on l'a entendu à ce moment-là. Et donc remettre entre guillemets au goût du jour, les revaloriser, donner une visibilité à ces Français qui ne demandent rien à personne, qui n'en peuvent plus, et qui n'en peuvent plus. Vous avez raison, qui n'en peuvent plus. Donc je trouve que cette campagne est à saluer.
Oui, campagne réussie, vous n'êtes pas d'accord? Campagne réussie, d'abord, elle vient de sortir. Deuxièmement, on verra quel est le résultat pour LR. Parce que voilà, il faut quand même avoir une campagne réussie parce qu'on en parle vraisemblablement, mais je la trouve un peu populiste. Est-ce que l'arrivée de Bruno Retailleau à la tête des LR a fait exploser le nombre d'adhésions? Non, mais ça c'est autre chose. Quand j'étais chez LR avec Sarkozy et Copé, il y avait 500 000 adhérents. Vous en êtes à 130 000. Voilà. Et combien Horizon? Donc il y a de la marge. Combien Horizon? Horizon doit être à 50 000 à peu près. Oui. Est-ce que c'est à rapprocher du hashtag je suis Nicolas? J'ai découvert ça ce matin. En fait, on porte sur nos épaules un système à bout de souffle, et c'est Nicolas qui paye. Nicolas, c'est l'honnête Jean. C'est l'honnête gars qui bosse. C'est Nicolas Sarkozy. Non, c'est c'est la classe moyenne qui a l'impression d'être tendue, tout simplement. C'est un concept repris et décliné sur Internet. Donc en fait, c'est Nicolas doit payer pour les prestations sociales des inactifs, les plus jeunes, incarnés par Karim, je vous lis ce qui est écrit, 25 ans, et pour les croisières des retraités avec Bernard et Chantal, 70 ans, qui trinquent sur un transat. Nicolas, c'est un peu la bonne poire qui paye pour tous les autres. Oui, Nicolas, il peut aussi s'appeler Mohamed. Oui, c'est quand même bien de le rappeler. Non, mais c'est ça. Oui, parce qu'on voit effectivement. Il n'est pas forcément LR, Nicolas. Non, mais c'est pas LR. C'est pas du tout LR. C'est pas du tout. Vous vouliez ça LR. Vous nous voyez partout. Non, mais ça rejoint. Je suis partout. Non. Je ne conseille pas. Alors c'est vrai qu'il y a eu des accusations de xénophobie sur ce hashtag, mais c'est vrai qu'il y a un ras-le-bol fiscal quand même d'une grande majorité de Français qui s'appelle effectivement Mohamed, Nicolas. Il y a un vrai sujet de consentement à l'impôt. Quand on peut constater que la France se porte bien, que nos services publics vont bien, alors le consentement à l'impôt peut évidemment se faire sans problème. Mais quand vous voyez que tous les services publics sont au bord de l'effondrement, que notre école, il est minuit moins une pour l'école de la République, on peut comprendre qu'il y a un moment où il faut quand même que l'État donne l'exemple. Tout simplement. Et se concentre sur ses missions régaliennes. Et ça fait quand même 50 ans que ça dure, cette petite affaire où on a une excroissance de l'État. On ne réfléchit pas sur l'efficacité de la dépense publique. On ne réfléchit pas sur la réorganisation du service public. On ne réfléchit pas non plus sur la baisse des dépenses publiques. Ou alors on fait des grandes annonces. Et c'est ça qui m'énerve un peu dans cette affaire des honnêtes gens. C'est qu'en réalité, ceux qui prônent aujourd'hui un certain nombre de choses sont au pouvoir. Et les miens aussi sont au pouvoir. Et ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Il y a combien de ministres LR? Bon, voilà, ce que vous voulez que je vous dise. C'est pas exactement. Oui, Benjamin. Moi, je pense que mon deuxième prénom doit être Nicolas depuis quelque temps, effectivement. Quand vous savez que les droits de succession, c'est ce que je disais. Quand vous savez que les droits de succession en France sont à hauteur de 45% et que vous traversez la frontière en Italie, vous avez 5% de droits de succession. Quand vous prenez l'avion en 1h30, vous êtes en Irlande, vous avez une fiscalité qui est à 12 ou 14%, alors qu'en France, on est complètement écrasé. Je vais pas vous refaire le coup de la courbe de l'affaire où trop d'impôts tue l'impôt. On est une réalité aujourd'hui où les citoyens, les honnêtes gens, pardonnez-moi cette expression un peu tarte à la crème ce matin, mais ces honnêtes gens qui créent leur propre emploi. Je pense à ces chefs d'entreprise qui n'ont aucune couverture, aucun filet de sécurité. Vous êtes chef d'entreprise, vous vous cassez la figure, demain c'est pas grave, c'est un échec. En attendant, vous n'avez pas droit aux allocations chômage, vous n'avez droit à rien. Et c'est ces gens-là, c'est ces gens qui créent la richesse, qui créent l'emploi, qui vont se faire taxer au maximum pour financer un État qui s'ankylose, qui est incapable, effectivement, et là Jérôme, je vous rejoins, de redéfinir ses véritables prérogatives. Parce on peut se plaindre que les services publics se détériorent, mais est-ce que l'État, aujourd'hui, a cette légitimité? Mais moi, j'en ai assez des gens qui nous disent, cette légitimité de s'occuper de Benjamin, je remets pas en cause ta légitimité, au contraire, je la trouve remarquable d'être chef d'entreprise et de se battre tous les jours au quotidien. Mais simplement, j'en ai marre des gens qui nous disent aujourd'hui les honnêtes gens et qui sont responsables de la situation depuis 50 ans. C'est tout, et qui sont au gouvernement. Non, mais ça, c'est trop facile. Mais non, c'est pas trop facile. Il y a un moment, il faut on ne fait rien. Non, il y a un moment, il faut regarder en face ce qu'on a fait et voir que ça ne va pas. Non, mais oui. Et prendre sa part de responsabilité. Oui, mais ça, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a un ras-le-bol. Une auditrice me dit j'ai eu des primes, je dois reverser la moitié aux impôts, je vais être obligée de faire passer avec des combines avec mon banquier.
voilà, on en est dans les combines, les honnêtes gens, on paie pour les autres et c'est le ressenti quand même de beaucoup de Français. Et on a le droit tu gagnes ta vie mais tu peux pas en profiter parce qu'on donne aux impôts. Et ce qui est terrible, c'est que les honnêtes gens, ils restent en France. Parce que ceux ils n'ont qui pas la peuvent possibilité de s'exiler fiscalement. Et donc tout est dit. Mais là où je vous rejoins, c'est-à-dire que c'est un discours qu'on porte depuis des années. C'est-à-dire à ce moment-là, quand on arrive au pouvoir, baissons les charges sociales. Je vous rappelle que les LR ne sont pas au pouvoir. Hein, Ah bon? Non, pas du tout. Il y en a combien au gouvernement? Vous savez très bien. Alors c'est fini pour aujourd'hui. Mais Thomas me dit qu'ils sont les malhonnêtes gens. Les malhonnêtes gens, c'est les gens qui se baladent avec des. Non, c'est des gens qui profitent du système. C'est des gens qui profitent du système. Non, les honnêtes gens sont des gens qui sont dignes de considération et qu'on a oubliés. Ce sont les gens qui travaillent et qui ne peuvent pas vivre de leur travail. C'est pas une opposition honnête, malhonnête. C'est les gens ont besoin d'être considérés. Voilà. Et le mépris de ces années de macronisme, les Français n'en peuvent plus. Ils veulent être considérés. Allez, c'est fini, on déborde. Oh là 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 Bien là. avant le macronisme. Pardon, André Bercotte. Allez, on se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Bonne journée. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.